Alors bonsoir à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Witik, on est un organisme de formation, un cabinet de conseil et on est éditeur d'un logiciel SaaS qui permet de piloter et documenter sa conformité. Donc on s'est attaqué dans un premier temps au fameux RGPD, donc on était spécialisé en protection de données, on a voulu élargir un peu notre périmètre et nous attaquer à l'éthique, donc plus globalement, donc la loi Sapin 2. Et nous avons donc co-construit notre module avec Virginie ici présente. Donc il était logique pour nous que ce premier événement soit animé avec elle. Donc, ravi que vous soyez ici ce soir avec nous sur un sujet quand même assez délicat. Donc, quoi qu'il en soit, je me présente, Virginie Gastine-Menou, fondatrice de l'entreprise Risquez-vous. J'accompagne des acteurs assujettis ou non assujettis à la loi Sapin 2, l'éthique, la RSE. J'ai des partenariats évidemment avec des acteurs liés à la compliance. Je suis certifiée auditrice ISO 37001, c'est-à-dire le système de management anticorruption. Et je pense que ça va suffire. J'ai eu l'occasion donc de collaborer. On a commencé en fait une collaboration avec Witik qui se prolonge sur différentes thématiques de la loi Sapin 2, dont le dispositif d'alerte. Donc, le déroulé de l'événement, on va passer sur évidemment l'actualité légale. Ça va pas être très long parce que je ne veux vraiment pas vous ennuyer. Néanmoins, il faut que vous puissiez appréhender le cadre législatif. Comment identifier une situation non éthique? Comment réagir si on est victime, si on est témoin? C'est pas toujours la même chose, mais avec la loi Wasserman aujourd'hui, il y a des réponses qui peuvent vous aider. Comment mettre en place un système d'alerte dans le cadre d'une entreprise? Et les retours d'expérience, puisqu'on espère que vous participerez avec le QR code qu'on vous a remis si vous voulez bien, ou même, si vous voulez intervenir, vous êtes les bienvenus. Le cadre légal. Donc, la loi Sapin 2, c'est décembre 2016, c'est 8 piliers pour des entreprises assujetties avec des éléments bien précis, 500 salariés, 100 millions de chiffre d'affaires minimum. Certaines personnes ici présentes sont bien rodées. C'est un dispositif que toutes les entreprises normalement assujetties devraient avoir mis en place. Aujourd'hui, en tant que consultante, je peux vous affirmer que ça n'est pas encore le cas. Ça n'est pas forcément un manque de volonté, hein. C'est aussi parce que le cadre légal évolue beaucoup, vous verrez après. Et dans ces dispositifs était déjà inscrit en 2016 le dispositif d'alerte. C'est-à-dire qu'une entreprise doit mettre à disposition de ses collaborateurs, une entreprise à partir de 50 salariés, vous le verrez un peu plus tard, un moyen de déclarer une situation dont il a été témoin. Le cadre légal dont je vous parle, et c'est important, bien évidemment on parle de la loi Sapin, tout est parti de là, hein, en tout cas en France, puisque c'est une loi franco-française, mais vous pouvez le constater, il y a plusieurs éléments qui sont impactants. Il y a les recommandations de l'AFA déjà, suite à la création de l'autorité administrative, il y a le devoir de vigilance, et là, sachez que cette loi franco-française est en cours de rédaction de propositions dans le cadre d'une directive européenne, donc elle fait des petits, au même titre que le dispositif d'alerte qui était à la base franco-français, qui est passé par une directive européenne pour revenir, s'appliquer d'une manière élargie dans le cadre de la protection en France et dans les 26 autres pays membres. Donc, quoi qu'il en soit, je ne vais pas vous énumérer tout le cas de la loi, des lois existantes et des décrets, mais il est important que vous compreniez qu'on ne peut pas juste s'accrocher, s'attacher à une loi qui pourrait dater donc de 2016, celle qui nous intéresse ici, parce qu'entre-temps, il y a eu des évolutions. Par exemple, le dispositif d'alerte qui était imposé aux entreprises de 500 salariés en 2016, suite à un décret de 2019, est passé aux entreprises de 50 salariés, où il est nécessaire, et ce n'est pas une option, d'avoir un référent alerte. Ça sous-entend que ça peut être une alerte de harcèlement moral ou sexuel, mais ça peut être aussi une alerte d'un point de vue complètement anticorruption, RGPD et autres sujets qui pourraient concerner l'entreprise et l'activité de l'entreprise. Et ces éléments-là, des référents harcèlement ou référents alerte, souvent les entreprises ne sont pas au courant. Les seuils ont changé, on doit les prendre en compte. Donc ça, c'était le cadre légal. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, c'est pas nécessaire, hein. C'est pas ce qui nous intéresse le plus ce soir. Et là, on vous demande quand même, à savoir, il y a des études qui se font. En l'occurrence, il y a une étude qui a été réalisée par
par un fournisseur aussi d'outils qui travaille en collaboration avec une université en Suisse. Et cette étude fait apparaître des résultats assez étonnants. Donc selon vous, dans quel pays recense-t-on des comportements non éthiques? Selon les 4 proposés: la Suisse, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Donc en Tout le monde France. dit la France. Donc, personne ne... Non, pas d'autre choix. Je dirais la Suisse parce que c'est le pays où il doit y avoir le plus d'outils. Et en France, on n'a pas assez Le plus d'outils, c'est ça? Bah, il faut avoir des outils pour avoir un KPI d'alerte. Pour le recenser, d'accord. Voilà. Donc il faut être avancé. Ou l'Allemagne. À voir. D'accord. Oui, en France, on n'est pas recensé, donc c'est peut-être le dernier. Alors, vu sous cet angle. on va quand même préciser qu'on est sur la base d'une étude de 2020. Néanmoins, il ne doit pas y avoir gros changements pour l'instant. Et la bonne réponse, c'est l'Allemagne. Vous aviez tout faux. Parce que malheureusement, il faut savoir que en Allemagne, ce n'est pas un stéréotype, hein, c'est vraiment, ce sont des cas concrets. En Allemagne, ce sont des bons élèves. Donc, hein, ils mettent en place les choses, ils respectent les lois, donc ils respectent le dispositif d'alerte qui peut être en place. En France, on en est encore à ce sentiment de déclarer une alerte, c'est de la délation. Il y a vraiment cette partie culturelle et historique qui est très pesante. Déclarer une alerte, dénoncer une situation dont vous êtes témoin ou victime, ça ne signifie pas que vous faites de la délation. Et dans le cadre d'une entreprise, souvent, quand c'est inscrit au code éthique et qu'il y a un dispositif qui est suffisamment clair, avec une communication suffisamment évidente, l'entreprise vous dit bien, c'est pour nous aider, pour améliorer la situation, pour faire en sorte que ça n'arrive plus. Donc voilà, donc la réponse était l'Allemagne. Hein? Perdu. Alors, avant même de parler de savoir comment on identifie une situation non éthique, est-ce que vous savez ce que signifie l'éthique, un comportement éthique? Conforme à la morale. C'est un... la morale, donc c'est quand même assez vaste. Alors, Il y a une dimension c'est un très bon début, sauf que c'est partiel. Votre réponse est partielle. En fait, l'éthique, je me permets, l'éthique, en fait, ça signifie morale et comportement. C'est des racines grecques, on va passer, hein. Mais voilà, l'éthique, c'est pas forcément propre à une personne, c'est propre à des valeurs. Donc ça peut être propre en effet, ça peut être complété par rapport à la culture locale, à la culture géographique, enfin à l'éducation, plein de choses. Néanmoins, on parle d'éthique aussi dans une entreprise. Ça va être le respect de ce que veut l'entreprise, de ce que vous impose l'entreprise et de ce qu'elle ne veut pas. Donc, en l'occurrence, comment est-ce qu'on peut identifier une situation, un comportement non éthique, selon vous? Même si j'en ai... C'est une situation qui ne respecte pas le code éthique de l'entreprise, code de conduite. Si elle en a un, Si y en a un, tout à fait, parce que, encore une fois, une charte éthique, si elle est assujettie à la loi Sapin 2, normalement, la charte éthique, le code de déontologie, le code des affaires, peu importe la terminologie, existe déjà. Parfois, il y a des entreprises comme Wittic, en l'occurrence, hein, qui n'est pas assujettie à Sapin 2 et qui a décidé non mais vraiment, de se lancer dans la conformité. Donc voilà, ce sont des bons exemples. Il y a d'autres moyens selon vous? Comment on identifie? Il y a une chose simple, déjà ça vous met mal à l'aise. Déjà, alors en effet, il est question du code éthique, mais dans le code éthique, il y a des situations, des comportements qui sont prohibés, qui correspondent, encore une fois, aux valeurs de l'entreprise. Donc il est question de comportement propre à l'entreprise, propre à des activités parfois, hein. Il suffit que l'entreprise ait un secteur sécurité-défense. Voilà, n'imaginez pas qu'un comportement non éthique n'est pas seulement lié à un attouchement ou une parole déplacée. C'est une question de règles à respecter. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la situation non éthique n'implique pas forcément une répétition. Vous pouvez être témoin de quelque chose qui va vous déranger sur l'instant, qui n'est pas tolérable. D'accord ? Et après, c'est savoir comment vous agissez. Est-ce que vous gardez ça pour vous? Est-ce que vous le partagez? Et là est la différence. Hop.
dans les comportements non éthiques. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une entreprise doit être dotée d'un référent alerte. Harcèlement moral, harcèlement sexuel ou autre type d'alerte. Il est important de différencier ces types de harcèlement. D'ailleurs, ils ne sont pas traités du tout de la même manière dans une entreprise. Le harcèlement sexuel sera traité souvent par le RH. Les harcèlements de type, le harcèlement moral sera traité par souvent le comité éthique, une équipe managériale. Enfin, après, voilà, ça s'étudie. Quand on parle de harcèlement, là, il est question de répétition. Et ça va vite, c'est insidieux, c'est sournois, c'est quelqu'un qui va louvoyer, parfois vous ne vous en rendez pas compte, vous pouvez être témoin d'une situation, or la victime ne sait pas encore qu'elle est victime, et il est bon de parler, de partager, d'écouter, de regarder. Dans les moyens d'identifier un comportement non éthique, soit vous êtes manager, et moi je vous invite, et je le dis systématiquement, à écouter les gens de votre équipe, à prendre du temps pour parler avec eux, de leur situation personnelle, de leur situation professionnelle, pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'avant qu'il y ait une alerte qui soit déclenchée, en utilisant, on verra tout à l'heure, mais avant qu'il y ait une alerte qui soit déclenchée, et tout ce que ça impose derrière, souvent il suffit juste de regarder, d'échanger, d'écouter. C'est clair pour tout le monde ? Malheureusement, je pense que ces situations ne sont pas anodines. On a dû tous être témoins, peut-être victimes, mais j'aimerais quand même que vous puissiez lire quelques phrases, citations qu'on a pu identifier, qui peuvent être courantes, mais qui ne doivent à aucun moment être banales. Donc si quelqu'un vous dit on te demande juste d'être belle. Ça existe. Sachez-le. Moi, un jour, on m'a dit, vous n'êtes pas là pour penser. Voilà. Ça n'est pas acceptable, sachez-le. On en rit, hein, parce qu'on est entre nous, là, ce soir, mais ça n'est pas du tout acceptable. Il y a d'autres exemples. Tu n'y arriveras pas, tu n'es pas assez compétent, tu ne sers à rien. Avant, tu n'étais rien sans moi. C'est fort. Ils ne t'ont pas embauché pour ton intelligence. Fais ci, fais ça. Ne sois pas comme ci, ne fais pas ça. Vous voyez, ces petites phrases, c'est vous rabaisser. Vous, excusez-moi, hein, mais c'est rabaisser la personne qu'on a en face de soi, c'est l'humilier, c'est s'accorder un pouvoir qui ne devrait pas exister. Donc normalement, il n'y a aucune raison que vous passiez dans une situation de victime, et donc il n'y a aucune raison que vous supportiez ça. Ensuite, dans la réalité, je conçois, hein, c'est difficile. Mais on est là pour en parler ce soir, pour que vous compreniez qu'il ne faut pas accepter le début. Voilà. Et qu'il y a des signes qui, au début, on ne les voit pas, mais une fois qu'on les connaît, qu'on sait qu'on peut les identifier, ben voilà, vous êtes prévenus, donc à vous de prendre et d'agir. Alors, toujours un petit peu de statistique quand même, hein, c'est important. Donc, c'est pour vous montrer, on est en 2020, pour vous montrer que, voilà, les alertes, malheureusement, ne sont pas pléthores en France. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est un moyen qui ressemble à de la délation. Donc, malgré des dispositifs d'alerte concrets présents dans les entreprises, il y a encore trop peu d'alertes qui sont faites. Et en plus, on peut aussi constater que ça dépend de la taille des entreprises. Alors, vous pourrez me dire, en effet, il y a des entreprises qui ne sont pas assujetties à la loi Sapin 2, donc elles ne sont pas concernées. Sauf que, en 2019, il y a un décret qui est passé et qui dit qu'une entreprise de 50 salariés doit avoir un dispositif d'alerte et un référent. Pas l'oublier. Sans compter qu'il y a la loi Wasserman, qui est... c'est totalement indépendant. Le dispositif d'alerte d'une entreprise n'est pas corrélé à son chiffre d'affaires. Et donc, la loi Wasserman, qui est donc la loi française issue de la directive européenne, qui elle-même est issue de la Sapin de 2016, la loi Wasserman, rappelle bien qu'il n'est pas question de taille. Enfin, il y a des critères que je vais évoquer après, je crois. Hein, voilà. Mais il y a des critères, mais en l'occurrence, c'est une obligation à partir de 50 salariés. Oui, mais
Il faut savoir que il y a cette directive européenne comment dire, il a été question de 6 mois pour la transposer. Chaque pays a dû la transposer au 1er septembre. Chaque pays a une forme de liberté. C'est-à-dire qu'il y a un texte européen qui était quand même issu de la loi française, qui est quand même assez intéressant. Et là, on ne parle plus uniquement du dispositif d'alerte, mais du système de protection des lanceurs d'alerte. Et là est la nouveauté. Puisque, avec tous les cas qu'on a pu entendre dans la presse, sachez qu'un lanceur d'alerte n'est pas uniquement quelqu'un qu'on voit dans la presse. Si vous allez sur le site des lanceurs d'alerte, vous pourrez constater, dans la maison des lanceurs d'alerte, vous pourrez constater qu'il y a des personnes comme vous et moi, des anonymes, qui ont dénoncé des situations, qui les ont subies, et pour autant, ce sont des lanceurs d'alerte. Voilà. Et il est très difficile d'être lanceur d'alerte. C'est pour ça que la loi Wasserman, aujourd'hui, protège le lanceur d'alerte. Mais malheureusement, bon, là, je vous fais part d'informations, de statistiques. On espère que la loi Wasserman aura un impact sur l'exploitation, l'utilisation des outils disponibles pour faciliter justement, en l'occurrence, la lutte contre la corruption, la lutte contre les comportements non éthiques et autres. De ce fait, comment qualifier une alerte? Vous avez une idée? C'est le fait de passer à l'action, de dénoncer. Oui, dénoncer. Signaler. Signaler. Sachant que, voilà, c'est une nuance très intéressante. Aujourd'hui, dans la loi Wasserman, on parle de signalement, pour éviter justement... Exactement. Il faut enlever cette connotation négative où on a ce sentiment de délation. Vous oubliez. On parle de signalement. Donc, comment qualifier une alerte? Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure, vous êtes témoin, vous êtes victime. Dans les deux cas, aujourd'hui, avec la loi Wasserman, vous avez des protections de la part de l'entreprise et autres. Et en fait, dès lors que vous signalez une situation, des propos, des écrits, que vous êtes témoin ou victime, il y a une procédure qui est établie. C'est pas compliqué, toutes les entreprises doivent en être dotées. Il y a des règles, ça se compte en jours, ça se compte en mois. Je ne vais pas tout vous détailler ici maintenant, puisque c'est une règle commune aux entreprises de toute façon. Vous avez des délais à respecter, et à aucun moment vous ne pouvez déroger à cette règle en tant qu'entreprise. Si vous êtes vous-même la personne qui a signalé, vous êtes tenu d'être informé par votre entreprise. On vous doit, entre guillemets, des comptes. Si vous êtes victime et que quelqu'un a signalé pour vous, pareil, vous serez informé, vous serez protégé, vous serez encadré. D'accord? Et dans le cadre de cette qualification de l'alerte, il y a donc des moyens, des outils, et donc souvent les entreprises disposent de dispositifs, enfin, quand elles acceptent, de dispositifs internes, donc des applications qui sont anonymes ou confidentielles, enfin surtout confidentielles et ou anonymes, tout dépend, et l'entreprise avec cet outil va permettre de respecter les délais qui sont imposés par la loi, et de traiter et de s'assurer en plus du traitement de l'alerte en question, dans les règles, dans l'anonymat et avec impartialité. Parce que malheureusement, si vous devez traiter une alerte et que c'est votre collègue, il y aura toujours un sentiment un petit peu de collusion. Ce sera embêtant. Mais en l'occurrence, dans le cas de la qualification, voilà. Il y a des outils, des moyens qui existent dans les entreprises, dans certaines entreprises. Et aujourd'hui, avec la loi Wasserman, s'il n'y a pas d'outils dans les entreprises, il y a 2 nouveaux moyens, c'est-à-dire le défenseur des droits. L'AFA va être éventuellement, enfin c'est en cours, il y a un décret qui doit être délivré d'ici quelques mois, avec la liste officielle des institutions qui pourront recevoir des alertes. Donc par exemple, vous pourrez peut-être aller au commissariat pour évoquer un signalement. Faut-il qu'ils soient formés à ce genre de... C'est un problème. Dans le cadre justement de la liste qui doit être établie pour les institutions qui peuvent être en mesure de recevoir la lettre et donc de la qualifier, parce que faut-il encore considérer que c'est une vraie alerte ou un vrai signalement. Oui. Tout n'est pas bon à prendre. Oui. Oui. Il peut y avoir des... Excusez-moi, je ne fais pas... je ne veux cibler personne, mais je fais du stéréotype. Il peut y avoir des gens mécontents qui vont aller râler parce que dans l'entreprise, voilà.
il peut y avoir de tout. Mais donc, il faut, indépendamment de l'outil qui sera là pour la traçabilité et s'assurer du traitement, qu'il y ait des éléments concrets pour qualifier l'alerte. On ne peut pas décider que Maya vient me voir, m'annonce quelque chose. Il faut vérifier. Tout n'est pas vrai. D'accord ? Alors, qui est le lanceur d'alerte aujourd'hui dans le cadre de la loi Wasserman ? Avant la loi Wasserman, il faut savoir que le lanceur d'alerte était la personne, témoin ou victime, en tout cas qui avait vu, et en plus de bonne foi, quelque chose qui était éthique dans le cadre de son entreprise, de ses activités ou l'entreprise d'à côté. D'accord ? De bonne foi et désintéressé, parce que dans les 27 pays membres, les règles ne sont pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, avec la loi Wasserman, un lanceur d'alerte, c'est un individu, témoin, victime, un membre de sa famille, un ancien collègue de l'entreprise, un membre des syndicats, parce que ce sujet était un vrai problème. Les personnes qui, jusqu'alors, assistaient les personnes qui avaient besoin d'être accompagnées dans le cadre d'une alerte qu'ils avaient lancée, n'étaient pas considérées. Or, aujourd'hui, tout le monde peut être un lanceur d'alerte. Un intérimaire, un stagiaire, un ancien collègue, quelqu'un de la famille, par exemple, ou même, alors, je ne suis pas de ta famille, mais voilà, je connais Maya, on collabore ensemble de temps en temps, je sais qu'il y a un problème dans son entreprise, je peux lancer une alerte concernant Maya. Maya sera protégée, je serai protégée, et toutes les personnes qui entourent Maya, qui ont eu écho de sa situation, seront protégées. Ah oui, oui, ah, ça va très très loin. Voilà. Enfin, pour le sous-traitant d'une entreprise. Oui, oui, j'ai bien compris. Mais ça va très loin. Parce que justement, on s'est rendu... Enfin, de par la presse, vous avez pu voir, on se rend compte que les pressions sont très lourdes, ont été très lourdes. Donc du coup, il était important de s'assurer de la définition correcte du lanceur d'alerte. Par contre, il est important de respecter ce qu'on appelle les paliers. Jusqu'alors, il y en avait plusieurs à respecter. 3. Aujourd'hui, bon, c'est beaucoup plus simple. C'est soit vous déclarez en interne, soit vous déclarez en externe. Mais en l'occurrence, vous ne pouvez pas non plus faire n'importe quoi. Vous pouvez aller voir la presse. Enfin, si vous voulez, il y a certaines libertés qui vont faire en sorte que vous êtes protégé en tant que lanceur d'alerte ou parce que vous avez émis un signalement. Toutefois, il faut savoir qu'aujourd'hui, une entreprise, si elle considère que vous abusez de la situation et qu'il n'y a pas de signalement avéré, elle a aussi le droit de se retourner contre vous. Et c'est un droit, il n'y a aucun problème. Parce que malheureusement, il y a des situations qui vont aussi dans ce sens. C'est bon pour vous par rapport au lanceur d'alerte, la définition même de l'individu? Aujourd'hui, le lanceur d'alerte, donc que peut faire le lanceur d'alerte? Victime ou témoin? Déjà, il est victime ou témoin, ce qui est important. De harcèlement, pas uniquement, de comportement non éthique. Mais avant la loi Wasserman, le côté qui était complexe, c'est que la personne qui subissait se sentait bien seule. Sincèrement, c'était très compliqué. Aujourd'hui, si elle a confiance dans le réseau de son entreprise ou autour d'elle, comment dire, il y a suffisamment d'acteurs personnels, enfin des agents de sa famille, des agents dans son environnement professionnel qui peuvent la soutenir, voilà. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Cette personne peut agir et faire plein de choses pour ne plus subir. Et c'est pas, ça n'est pas rien. Ça change la vie. Avant, un lanceur d'alerte, il ne voulait pas lancer d'alerte parce qu'il savait qu'il allait perdre son job, que bien qu'on lui parle de confidentialité, même s'il y avait un risque de sanction pénale derrière, voilà, il avait quand même peur. Moralement, psychologiquement, c'est très difficile. Vous vous sentez très seul. Enfin bon, vous, le lanceur d'alerte. Aujourd'hui, le fait de vous sentir accompagné et pas forcément de vous dire « je vais chercher les syndicats qui parfois, excusez-moi, sont mal perçus dans une entreprise », aujourd'hui, c'est plus les syndicats que vous pouvez aller voir. Ce sont des collaborateurs au sein de votre entreprise qui vont être assez forts, qui vont être votre porte-parole. Ce sont des personnes à l'extérieur qui vont vous aider, sans pour autant que ce soit un avocat qui pourrait, enfin, pour lequel vous envisageriez des coûts financiers trop importants. Sachant qu'aujourd'hui,
je suis tournée la page. Dans le cadre de la protection du lanceur d'alerte, il faut savoir que votre entreprise vous protège. La protection veut dire protection financière, protection juridique, protection psychologique si vous aviez besoin d'aller voir un spécialiste, mais à aucun moment on vous met à l'écart. Alors, je vous ai passé toute la partie sanctions, s'il y avait des représailles, s'il y avait des pressions, s'il y avait des intimidations de la part de l'entreprise, mais ça existe, hein, ça fait partie de la loi Wasserman, hein, mais aujourd'hui, voilà, vous êtes accompagné, protégé. Enfin, vous, le public concerné. Je ne vise personne, bien sûr. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Moi, j'ai une petite question. Si on se... Enfin, le référent alerte, comment il est choisi? Est-ce que c'est un vote? Est-ce que c'est les salariés qui le choisissent ou est-ce qu'il est nommé par la direction? Alors, jusqu'à présent, dans les situations que j'ai pu rencontrer dans les entreprises, il y a une direction conformité, en tout cas, il y a des acteurs dédiés à la conformité. Chaque entreprise a fait comme elle a pu pour appliquer la conformité et s'organiser. Parfois, c'est le DAF qui va gérer, parfois, c'est le directeur juridique, parfois, il y a un directeur conformité. En l'occurrence, qui dit conformité dans une entreprise implique également un comité éthique pour éviter qu'il y ait des décisions qui soient prises de manière unilatérale. Un comité éthique va impliquer donc le directeur conformité, responsable conformité, la RH, enfin la direction des ressources humaines, éventuellement la direction générale, d'accord? Mais en tout cas, c'est à minima 2 personnes. Et du coup, le référent alerte, en l'occurrence, j'ai oublié de vous dire que ce référent doit avoir un suppléant, puisque pour traiter les alertes, c'est pour ça qu'il faut bien choisir l'outil que vous avez, parce que si vous n'avez pas moyen d'avoir un suppléant pour gérer les alertes tel que vous devez le faire, donc accuser réception, répondre à la personne qui a signalé dans un certain délai, etc. Enfin, je ne vais pas tout vous expliquer. C'est important de considérer tous ces éléments-là, d'accord? Pour répondre à ta question, Maya, le référent alerte est choisi parce qu'à la base, normalement, il fait de la conformité. Ou éventuellement, parfois, il fait du RGPD. D'accord? Par contre, le référent alerte, qui va peut-être recevoir les alertes soit d'un outil tel que Witic le propose, dédié, souvent, dans l'outil que je connais, par exemple, chez Witic, il y a une possibilité de qualifier l'alerte. C'est du RH, c'est autre chose, pour ne pas rentrer dans le détail. Mais le référent alerte, lui, ne sera pas en mesure seul, sauf si le libellé est très manifeste, très évident, etc. Mais le référent alerte peut ne pas être en mesure de qualifier l'alerte. Et de ce fait, il se rapprochera du responsable de conformité ou du comité éthique. D'accord? Un référent alerte ne peut pas être n'importe qui dans l'entreprise. On ne peut pas dire... Je me disais, il faut qu'on ait confiance, que cette personne inspire confiance pour qu'on aille lui parler. Et si c'est la direction qui... Enfin, oui. On peut... Voilà. Ce qui sous-entend parfois que ces personnes, qui peuvent être un auditeur dans l'entreprise, on va lui proposer, voire parfois on leur impose d'être référent alerte, mais on peut faire signer un avenant à son contrat, une clause de confidentialité, pour s'assurer qu'elle va respecter justement la confidentialité et l'anonymat des documents et des informations qu'elle va avoir. Okay. C'est le minimum. D'accord? Très clair. Des questions? Ça ne peut pas être quelqu'un d'extérieur. Le référent alerte? Alors, madame, ça peut être... ce qui peut être externalisé, c'est le dispositif d'alerte. D'accord? Qui dit dispositif d'alerte externalisé comme un outil comme Witic pourrait être, ça voudrait dire que soit vous l'avez chez vous, dans votre entreprise, et c'est vous qui allez traiter, soit vous demandez à Witic de traiter pour vous. Néanmoins, il faut vous assurer, que l'équipe dédiée à conformité en interne dans votre entreprise soit quand même en mesure de répondre à certaines questions liées au signalement. Vous ne pouvez pas vous dédouaner de ce sujet-là. D'accord? Mais après, il y a des outils faciles d'utilisation et qui vous protègent, encore une fois. Donc du coup... Non, mais... clairement, vous pouvez avoir un référent alerte dans votre entreprise, ce qui ne signifie pas qu'il sera lui-même en charge de traiter toutes les alertes. Parce que de toute façon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'alertes jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on espère que la loi Wasserman aura un impact positif sur ce sujet. Et parce que
souvent, les collaborateurs ont beaucoup plus confiance dans une plateforme dédiée où il y a une notion de transparence et d'anonymat et de confidentialité, parce qu'on parle de VPN, comment on dit, les adresses IP qui sont, vous voyez, un cachet, enfin voilà, tout ça. Les collaborateurs souvent ont beaucoup plus confiance en ces outils-là. Mais il vous faut, dans votre entreprise, ce référent. D'autres questions? Le rapport au syndicat, ça doit être assez complexe. Parce que ça prend un peu leur job, quoi. Parce que ça fait quand même partie. Les syndicats sont là pour protéger l'ensemble des collaborateurs au sein d'une entreprise, pour faire en sorte que les décisions qui soient prises dans le cadre de la stratégie d'entreprise n'aient pas d'impact collatéraux trop négatifs sur le collaborateur. Par contre, le syndicat n'est pas forcément là pour vous aider en cas de harcèlement, en cas de corruption, en cas de fraude. Ces sujets-là, justement, en passant par un outil, et parce que c'est légal, c'est beaucoup plus facile de les traiter via la direction et l'outil qui est à disposition, sincèrement. Dès lors qu'il y a de l'humain pour traiter des sujets complexes, c'est compliqué. Il y a des risques, je suis désolée de dire ça, mais de collusion, de conflit d'intérêts, de favoritisme, enfin tout ce qui rentre, enfin de probité, quoi. Hein, donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Vous arrivez à voir? Parce que moi, je ne vois pas sur l'écran. Vous voyez très bien. C'est tout petit. Là, en fait, voilà, ce sont en gros les moyens, les mesures de prévention et de détection au sein des entreprises. Vous voyez qu'il y a plusieurs. Oui, hein. Ce qui est important, tout le monde voit là les comment on appelle ça? Les Légendes. légendes, voilà. Vous voyez les légendes? Donc, en l'occurrence, le dispositif d'alerte représente quand même 54% au sein des entreprises. Quand on parle d'audit, normalement ça devrait être clair pour tout le monde, il y a des rapports d'audit qui sont faits, normalement il y a des recommandations, l'expérience fait que, mes expériences font que, qui dit recommandation ne dit pas forcément application. Non mais, tout est là. C'est d'ailleurs pour ça, dans le cas d'un signalement, que la loi Wasserman est beaucoup plus précise, c'est-à-dire qu'il y a un signalement, il doit être traité avec des éléments temporels bien précis. Alors qu'avant, on vous disait il faut accuser réception, il n'y avait pas de délai, il faut traiter, il n'y avait pas de délai. Aujourd'hui, les choses sont très claires. D'accord? Donc, en effet, il y a plusieurs moyens pour prévenir, anticiper. À vous de voir ce qui se passe dans votre entreprise et quels sont les meilleurs moyens, quels vont être les meilleurs résultats. Normalement, c'est pas compliqué. Dans chaque entreprise, il doit y avoir une alerte, à minima par an. Moi, c'est ce que je dis à mes clients, parce que vous devez avoir testé votre dispositif. Ah bah, sinon ça marche pas. Donc, amusez-vous demain, faites un test. Hein. Mais écoutez, il faut. Hein. Donc, c'est un très bon exemple. Ça veut pas, enfin, vous n'êtes pas obligé de dénoncer quelqu'un non plus. Hein, mais c'est un excellent moyen de voir comment fonctionne l'entreprise. Si les choses sont mises en œuvre ou pas. Donc, comment mettre en place un système d'alerte dans une entreprise? Donc, comme on vous l'a dit assez souvent durant cette présentation, on a co-construit notre module éthique avec Virginie. Et donc, nous avons mis en place un dispositif d'alerte sous forme de formulaire. C'est d'ailleurs les QR codes que vous avez pu recevoir lorsque vous êtes arrivés. Ces QR codes vous renvoient vers des formulaires qu'on paramètre directement à partir de la plateforme et qui permettent aux lanceurs d'alerte, donc aux utilisateurs qui souhaiteraient en tout cas signaler un comportement non éthique, de le faire de manière anonyme. Pour nous, ça c'était un aspect très important puisque le dispositif d'alerte doit permettre de garantir la protection du lanceur d'alerte, donc de l'utilisateur du dispositif. C'est pourquoi
En plus de cette anonymisation donc, de l'identité de l'utilisateur, nous chiffrons les canaux, donc le premier canal qui est la soumission de l'alerte, le canal qui permet de traiter la demande et qui permet de communiquer avec la personne qui a lancé l'alerte. Donc ça, c'était un point très important pour nous et qu'on a été bien conseillé par Virginie. Mais comme l'a dit Virginie également, le dispositif d'alerte n'est pas la seule obligation qui découle de la loi Sapin 2. Il y a aussi la partie formation des salariés qui est essentielle parce que si on n'a pas une population de salariés sensibilisés, forcément on n'aura pas les résultats escomptés ou attendus par toutes ces nouvelles lois et réglementations. On a aussi un outil qui permet d'auditer ces tiers, donc ces tiers, enfin les acteurs de premier rang. Dans la slide d'avant, on a vu un audit interne et audit externe. Donc dans le cadre des relations d'affaires, on est obligé aujourd'hui d'auditer les prestataires, je ne sais pas si j'emploie les bons mots. Évaluer donc les prestataires avec lesquels on travaille. Donc ça, c'est tout à fait faisable par la plateforme également. Pour lutter contre la corruption, on permet, toujours via des formulaires, donc à destination des salariés, de venir déclarer les cadeaux et invitations reçus, parce qu'on le sait, toujours dans une relation d'affaires, on est tenté de faire des cadeaux, d'inviter le client, mais il faut faire attention à ne pas dépasser certains montants qui peuvent être fixés directement par l'entreprise, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est propre à l'entreprise. Voilà. Et pour finir, donc, nous allons bientôt proposer la possibilité de construire et de partager donc, des codes de conduite sur plusieurs entités. Voilà. Très riche. Mais en tout cas, ça permet de centraliser pas mal d'obligations sur une même plateforme, un même outil. Pour en plus, mais des éléments, donc ce n'est pas un hasard la centralisation, hein, ça relève quand même initialement de la loi Sapin 2 et ensuite des évolutions qui ont eu lieu au niveau du cadre réglementaire, mais ce sont des sujets qui sont d'actualité, hein, il n'y a pas de problème. Hein. On parle des cadeaux et invitations, là la Coupe du Monde de rugby je crois en 2023, ensuite il y a les JO, préparez-vous, enfin ce sont des sujets pour les entreprises qui vont être compliqués. Et là je pense que le dispositif d'alerte va fonctionner. Voilà. Mon voisin a reçu ça comme cadeau, enfin mon collègue, voilà, a reçu ça comme cadeau, enfin voilà, sincèrement, je vous donne un exemple, pendant toute cette période Covid où il était question de port du masque dans les entreprises et un petit peu partout, je connais une compliance officer qui, elle, devait traiter des alertes parce que toute alerte doit être traitée, sachez-le, mais parce que le collègue croisé dans le couloir ne portait pas le masque. Voilà. Il y a de tout. Donc il faut trouver les moyens de qualifier l'alerte correctement et rapidement. Et parfois il y a des outils qui le permettent très facilement. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que c'est clair par rapport à la loi Wasserman je ne voulais pas décortiquer ici présentement. Le plus important c'est que vous sachiez les gros changements qui ont été mis en avant. C'est vraiment le système de protection du lanceur d'alerte, dont la définition a été élargie puisqu'on parle du lanceur d'alerte et de ses facilitateurs, donc toutes les personnes qui auraient pu l'aider, l'accompagner. Et ensuite, cette notion d'outil qui doit être mis à disposition pour traiter l'alerte dans des délais bien impartis et bien décidés. Alors ça c'est propre à l'entreprise, tout dépend de sa taille, de son organisation. Ça peut être en effet un service informatique, ça peut être un service RH, ça peut être le département conformité. De toute façon, le dispositif doit être là. Hein. L'outil doit être là. Ça ne peut pas être uniquement... Jusqu'à... Si, vous pouvez faire sans outil, mais sans outil, il y a une grosse barrière, c'est la barrière d'aller voir la personne. Ouais, c'est ça. Et là, l'outil, finalement, on a le temps de réfléchir et de se dire un soir, bon, je me lance. Et le problème d'avoir une personne, on va dire, dans la première étape, c'est que vous pouvez choisir n'importe quelle personne dans l'entreprise, demain, elle peut être concernée à n'importe quel poste. Donc, ça évite aussi, finalement, cette barrière-là, qui est un frein à l'utilisation de ce genre de dispositif. Je vous propose qu'on découvre ensemble les témoignages qu'on a peut-être reçus via le formulaire. Je veux bien qu'on échange. Et Virginie pourra vous répondre.
C'est que des vrais témoignages, hein. Bien évidemment. Mais, On n'en a pas préparé. On n'avait pas Mais- peur d'en avoir aucun. non, mais il est question de témoignages recueillis par l'application ou de personnes ici présentes qui auraient envie de partager, parce que moi, dans le cadre de mon métier, j'ai côtoyé des personnes qui n'ont pas forcément osé déclarer une situation. Et j'ai étudié des cas également. Donc, si vous voulez partager, n'hésitez pas. Alors, on a beaucoup de demandes anonymes. Surprenant. On va voir si ça fonctionne. Est-ce que je peux retrouver la personne? Et non. Alors, mon manager fait souvent des blagues sexistes. Je n'arrive pas à tracer la limite entre humour et comportement non éthique. Quels peuvent être les indices? L'indice premier, c'est est-ce que ça vous gêne? C'est aussi simple que ça. Que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel, c'est comment allez-vous recevoir l'information? Même si c'est une blague, je suis désolée, tout est là. Soit vous la recevez, c'est une blague et vous avez le répondant, la répartie, soit vous la recevez très très mal, et là, souvent, on ne sait pas comment répondre, ou on peut être agressif, ce qui n'est pas forcément la meilleure solution, mais quoi qu'il en soit, vous ne devez pas laisser passer. Donc, soit vous avez le courage de lui dire tu dépasses les bornes, vous dépassez les bornes, je n'apprécie pas, je préfère qu'on en reste à nos relations professionnelles sans passer le cap de l'humour. Voilà. Mais on parle justement ici, encore une fois, de situation pour que vous sachiez que ça existe, que en admettant que vous ayez été confronté à ce genre de situation ou que vous soyez à l'avenir confronté, vous n'êtes pas les seuls. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Alors, je suis un peu basanée. Voilà. J'ai déjà eu des remarques en ce sens. Moi, ça ne me fait pas rire. Et je le dis. Je peux le dire maintenant avec un grand sourire, il n'y a pas de problème. C'est déplacé. C'est pas possible. Voilà. Ou quelqu'un qui va vous toucher. C'est pareil. Voilà. Enfin, dès lors que ça vous gêne et que vous considérez que ça ne doit pas être à l'instant T dans le cadre professionnel, excusez-moi, mais à vous de prendre l'initiative de vous exprimer. En admettant que vous ne puissiez pas le faire, parce que ça arrive. Des fois, on est un peu tétanisé, on ne sait pas, et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on risque? Si je parle, ça va mal se passer, etc. Vous allez en parler à quelqu'un. Encore une fois, soit vous avez le dispositif d'alerte, l'outil qui vous permet toute neutralité, confidentialité, anonymat si vous préférez, soit vous allez voir quelqu'un de la DRH, le référent alerte, quelqu'un de l'équipe conformité, mais en tout cas, il faut en parler. Pour ma part, je prône toujours le dispositif d'alerte parce qu'au moins c'est tracé. Et on ne peut pas l'effacer. Allez, le second. Domaine financier. Il m'est arrivé de remarquer que certains collaborateurs font des notes de frais abusives. Exemple, déjeuner client qui est en fait un déjeuner avec des amis. Dois-je dénoncer ces pratiques? Est-ce que ça rentre dans le cadre des comportements non éthiques? Exact, c'est un comportement non éthique. Et en effet, si ça vous perturbe que votre collègue profite, oui, vous pouvez dénoncer, ça m'embête un petit peu, mais vous pouvez signaler qu'il y a un abus. Et en l'occurrence, si l'entreprise met à disposition un dispositif d'alerte, elle compte sur vous pour remonter des informations. Là, il est question d'un début de fraude. Qui dit fraude dit perte. Enfin, voilà, pour l'entreprise. Donc l'entreprise, elle vous dira merci. Enfin, elle ne vous le dira pas parce que ce sera anonyme. Mais voilà, elle compte sur vous puisque elle délègue une certaine sécurité et système de prévention auprès de vos collaborateurs. Donc oui, moi je vous invite à... C'est la rémunération induite quelquefois aussi. Ben oui, mais... Dans des systèmes, les commerciaux, voilà, c'est sur les frais. Alors, souvent c'est ce que je dis... L'entreprise a une tolérance qui peut être assez grande. Oui, alors aujourd'hui, dans certains codes de conduite, vous avez donc propre à l'entreprise, vous avez un code de conduite lié au groupe, puis vous avez parfois des codes de conduite qui sont propres à des directions. Donc j'ai été dans une entreprise où il y avait une direction, achat, qui avait interdiction de recevoir ou d'offrir. Ça paraît normal. Mais pourquoi les autres? Pourquoi les autres ont-ils le droit de recevoir ou d'offrir? Vous
voyez, et ça, ce genre de situation, de déséquilibre dans une entreprise, ça crée des jalousies, ça crée des tensions, donc des alertes, des abus, etc., etc. Donc vraiment, il faut réfléchir à tout ça. Un cas courant qu'on voit dans les services commerciaux, c'est les cadeaux en phase d'appel d'offres. C'est-à-dire, on répond Alors à- déjà, on répond cadeau à l'appel d'offres, et appel d'offres dans la même et puis phrase, c'est une invitation au repas pour en discuter. Voilà. ouais. Mais voilà, il y a des situations, par exemple, même dans le cadre d'un appel d'offres, si on est invité par un acteur, comment dire, pour lequel on aurait du mal à émettre un refus, on peut utiliser un dispositif d'alerte. Voilà, comment faire? Ça ne veut pas dire qu'on est lâche, qu'on est incompétent, etc. Je suis désolée, parfois il y a des situations qui sont complexes. Il y a des situations, par exemple, si on parle de harcèlement, où on a beau dire non, je crois qu'on voit tous un petit peu le même sujet, voilà. Le non n'est pas entendu, il n'est pas compris, il est interprété. Donc comment faire? À moins d'utiliser les points, mais là forcément vous êtes licencié direct. Euh, donc le dispositif d'alerte, encore une fois, l'outil c'est traçabilité. Vous émettez un problème, il est traité. Il est accusé réception, dans les 2 jours, il y a le début de l'enquête. J'ai une question moi, concernant justement l'éthique. On est d'accord qu'il y a des proportions, c'est-à-dire un appel d'offres d'1 million d'euros, c'est pas un petit déjeuner dans une brasserie du coin qui va changer la donne par rapport à une piscine offerte. Les piscine commerciales. offerte. Non, mais est-ce que le terme proportion rentre dans la donne ou c'est niette? Je vois pas en quoi la proportion doit être prise en compte. Si on se voit dans un café en bas dans la rue, peu importe, hein, ou dans un resto étoilé, l'objectif est le même, hein, c'est que j'obtienne des informations pour gagner l'appel d'offres. Donc peu importe le lieu, c'est vraiment cette notion On de peut dîner, enfin, dans les appels d'offres. dîner déjà, Non, c'est-à-dire pas que dîner, on est déjeuner, dans un appel d'offres, on peut lier un déjeuner et une présentation de quelques heures du projet sans forcément amadouer quelqu'un. Et pour moi, c'est complètement différent que de l'inviter un soir dans une loge à regarder un match de foot de Champions League. On n'est pas du tout dans la même proportion. Donc en fait, ce que je suis en train de dire, c'est l'éthique, d'accord, mais il y a des comportements qui ne sont pas, pour moi, un déjeuner d'affaires, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de grave. Je comprends totalement. Je ne suis pas le législateur, hein, je précise. Je comprends complètement. Après, dans la relation commerciale, il y a des habitudes. Il est très difficile de changer les habitudes. Il y a une chose très claire, dans le cadre de votre entreprise, il y a un code éthique. Il y a un code contre la corruption, de lutte contre la corruption. Il y a différents documents. Parfois, ce sont simplement des procédures qui vont vous éclairer sur ce que vous avez le droit de faire ou pas dans le cadre d'un appel d'offres. Par exemple, une simple procédure, cadeau et invitation, va vous spécifier si vous avez le droit, pendant un appel d'offres, d'inviter ou non un agent public. Déjà, l'appel d'offres, invitation, agent public, ça fait beaucoup. Mais, ou même quelqu'un qui concourt aussi à cet appel d'offres, là, il y a quand même un risque d'un point de vue autorité de la concurrence, hein, l'arrangement sur les prix, vous voyez. Alors, ok, j'entends souvent parler des matchs dans les loges, c'est vrai. Ça fait partie des habitudes. Les entreprises ont investi dans des loges, ils veulent faire plaisir à leurs clients ou fournisseurs. Voilà, ils les invitent, l'histoire d'un concert, d'un match, ok. Mais normalement, durant ces soirées, vous n'êtes pas tenu d'y aller pendant un appel d'offres déjà, sauf si votre entreprise vous l'autorise. Hein. Il y en a qui l'autorisent. Mais c'est inscrit dans les procédures, dans le code éthique. Donc c'est l'entreprise qui régit les proportions en fonction de ce code. Oui, tout à l'heure, Les seuils autorisés. Maya expliquait justement que dans la politique cadeau et invitation et l'outil que vous proposez, les seuils sont calibrables. Il y a des entreprises où vous n'avez le droit à rien. Vous n'avez pas le droit d'offrir, vous n'avez pas le droit de recevoir. Et c'est pas juste pour vous embêter, hein. C'est que souvent il y a un passif et qu'elle veut éviter que ça se reproduise. Il y a des entreprises où les seuils sont fixes, 30 € pour un déjeuner. Par contre, c'est une fois par an que vous avez le droit d'inviter. Il y a des entreprises où il y a différents seuils en fonction de votre poste, votre grade. Et puis il y a des entreprises, et moi je connais une entreprise à Monaco, c'est 350 €. Ils ont un seuil de 350 € qui peut être multiplié dans l'année en fonction de telle et telle situation. Tout est écrit, tout est là. Du moment que vous respectez le cadre,
on ne vous interdit pas. Et la loi Sapin 2, comme l'AFA, ne vous interdit pas. Tout le monde a été en panique quand il a été question des procédures cadeaux et invitations. Stade de France, Jean Bouin et je ne sais plus qui ont perdu, Roland Garros, ont perdu 30% de leur chiffre d'affaires parce que tout le monde s'est dit c'est terminé, on ne peut plus inviter. Non, c'est pas ça. Parce que la loi n'est pas là pour tuer le business. La loi est là pour faire en sorte que les entreprises commercent mieux, travaillent mieux dans cette relation d'affaires avec les autres acteurs. D'accord ? Donc, trouvez le bon document, ou alors, si ce n'est pas écrit, ce dont je doute, adressez-vous à la bonne personne qui pourra vous éclairer. Mais au moins, respecter ce que dit l'entreprise, ce qui est écrit, c'est aussi vous protéger. Parce qu'il faut savoir que maintenant, ce ne sont plus des cas à part, il y a des licenciements pour faute parce qu'un code éthique n'a pas été respecté. Et un code éthique, quand vous voyez ce qui est inscrit dedans, c'est pas compliqué à respecter. En cas de doute, il faut demander, j'imagine, l'autorisation. Oui, parce qu'encore une fois, tout dépend de ce que décide l'entreprise. Mais s'il y a une situation particulière, là par exemple les JO en l'occurrence vont être une situation particulière, n'est-ce pas ? Voilà, non mais les entreprises françaises vont vouloir investir dans cet événement en invitant, etc., etc. Or, ça veut dire que leur procédure cadeau et invitation ne sera plus appliquée. Mais c'est un événement exceptionnel. Donc, situation exceptionnelle, on peut faire non pas des contournements, mais une procédure dédiée à l'événement. D'accord ? C'est bon ? Allez. Alors, je souhaite témoigner d'un comportement qui m'a particulièrement choquée lors d'une soirée très arrosée. 21 septembre, un directeur financier s'est permis de soulever ma jupe et quand j'ai réagi, il m'a dit que c'était pour rire et qu'il fallait que je me détende. Cette situation m'a énormément gênée, d'autant plus que personne n'a réagi. Oh, je crois qu'on connaît la réponse. Ça me rappelle un truc dans la presse là, en ce moment, je crois. Ce qui est dommage, alors, on ne peut pas critiquer les gens qui sont autour parce que malheureusement, on se rend bien compte, c'est comme quand on est dans le métro, on a toujours peur que ça nous retombe dessus. On voudrait avoir de l'aide, mais c'est compliqué. Mais là, de toute façon, il n'y a pas à discuter. Là, c'est dispositif d'alerte. S'il n'y en a pas, en admettant qu'il n'y en ait pas, c'est RH direct. Il ne faut pas discuter. C'est pas possible. Il faut être entendu de toute façon. C'est un comportement... et ça peut... Alors, ce qu'il faut aussi... Pardon, Maya. Ce qu'il faut savoir, c'est ce genre de comportement, donc à caractère sexuel, qui ne devrait pas du tout avoir lieu dans une entreprise, à moins que vous soyez d'accord, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Dès lors que vous émettez un signalement, si on reste sur cette situation, ça veut dire qu'il va y avoir une enquête. Une enquête, c'est jusqu'à 3 mois. Si cette enquête est un peu plus complexe et qu'il y a un aspect judiciaire, c'est jusqu'à 6 mois. C'est long, 6 mois, quand on a été la victime. Mais sachez-le, voilà, c'est pour ça qu'il est aussi intéressant de comprendre ce que veut dire la loi Wasserman et en quoi elle vous protège. D'accord, elle vous protège, mais pour être sûr que vous soyez correctement protégé, il faut qu'il y ait une enquête interne, réelle et sérieuse. D'accord ? Donc voilà, on ne va pas du jour au lendemain virer la personne qui aura soulevé la jupe. À moins que les témoins là se soient manifestés très rapidement et que dans ces cas-là, voilà, il y aura au moins une mise à pied.